Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les Marocains résidant à l'étranger dans la tourmente à cause de cette future loi sur l'échange de renseignements financiers entre le Maroc et les pays de l'OCDE. 3 ans après sa soumission au Parlement, ce projet de loi 77-19, qui concerne donc l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, a été discuté par nos parlementaires. C'était le 1er juillet dernier. Depuis l'entrée en vigueur de l'obligation de déclarer les comptes bancaires détenus au Maroc dans les déclarations fiscales déposées dans les pays de résidence, eh bien, les Marocains résidant à l'étranger, les MRE, s'inquiètent. Plusieurs d'entre eux annoncent sur les réseaux sociaux, entre autres, et ce depuis quelques mois déjà, ils annoncent recevoir des courriers de leur banque sur le fait de devoir communiquer de possibles comptes bancaires non déclarés. Comment les autorités marocaines vont-elles trancher ce dossier délicat de l'échange automatique des données fiscales avec les pays membres de l'OCDE? À l'instar de nombreux pays en développement, eh bien, le Maroc s'était engagé il y a presque une décennie maintenant pour adhérer au système d'échange automatique de renseignements sur les avoirs détenus à l'étranger, en rejoignant ainsi la Convention multilatérale sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Pour quel motif le Maroc a-t-il adhéré, a-t-il voulu adhérer à cela? Quels seraient les impacts directs et indirects de l'application de cette future loi sur les MRE, leurs investissements au Maroc, mais aussi sur les transferts des Marocains du monde? Quels sont les prérequis pour pouvoir appliquer cette loi en bonne et due forme? Nous en parlons ce soir en compagnie de mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Questions d'Actu mon confrère Mohamed Zouak, directeur de publication du site yabiladi.com. Bonsoir, c'est Mohamed Zouak. Bonsoir. Merci d'être avec nous et de répondre à nos questions. Et nous avons avec nous aussi un fiscaliste. Il est président du Cercle des fiscalistes du Maroc, Mohamed Rajdi Yacoubi. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté et merci de répondre aussi à nos questions. Se joint à nous par téléphone, professeur Ahmed Azirar, économiste et directeur de recherche à l'Institut marocain d'intelligence stratégique, l'IMIS. Bonsoir, professeur Azirar. Bonsoir, Lalla. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, je vais commencer peut-être par vous, Mohamed Rajdi Yacoubi. D'abord, quel est le cadre actuel qui régit les avoirs fiscaux des Marocains résidant à l'étranger? Disons déjà pour planter le décor que nous sommes dans une orientation qui est un petit peu irréversible, qui est celle d'aller plus vers la conformité internationale sur le plan fiscal, sur le plan juridique, vers une sorte de normalisation. Cela a commencé depuis une dizaine d'années. Le Maroc a signé un ensemble de conventions. Il y en a plusieurs, mais disons qu'elles concourent toutes dans le même sens. Plus de transparence, échange d'informations à des fins fiscales, lutte contre le blanchiment. Disons que l'objectif, il est plus ou moins le même. Il y a certaines conventions qui sont entrées en vigueur, d'autres non. Il y en a dans lesquelles il y a des protocoles qui doivent être mis en place, avec aussi des obligations de modifier le droit interne pour l'adapter justement à la convention, parce que les conventions fiscales ont une supériorité par rapport au droit interne, et des fois on pousse aussi les pays à modifier leur droit interne, tel que le Code général des impôts par exemple. On l'a vu aussi au Maroc, puisqu'il y a eu adoption de lois, modification du Code général des impôts sur plusieurs exercices, et certaines conventions ne sont pas encore entrées en vigueur, puisque je dirais sur certains volets, il y a encore des choses qui doivent être aussi discutées et adoptées au niveau marocain, par la voie notamment des deux chambres pour la ratification. Voilà. En ce qui concerne en fait l'échange d'informations, notamment bancaires, puisque c'est le sujet, il faut dire que cela a déjà commencé avec notamment la mise en place du FATCA avec les États-Unis. C'était déjà en 2014, donc là, c'est presque une dizaine d'années.
cet échange est déjà opérationnel déjà. Donc, juste pour comprendre de quoi il va s'agir, ça va être un petit peu la même chose. Maintenant, on a une norme, c'est une sorte de reporting qui est uniforme, l'on est amené à respecter et qui va concerner l'échange automatique de données entre les pays. Là, on va arriver à peu près 140 pays, donc signataires de cette convention de l'OCDE, et qui vont être concernés justement par la mise en place de cette norme d'échange automatique des données, qui n'est pas encore entrée en vigueur au Maroc, mais qui le sera certainement dans un horizon, je dirais, d'une année ou deux, dépendamment de, je dirais, Il y a déjà eu, en fait, le Maroc avait demandé à ce qu'il y ait comme une amnistie jusqu'en 2022. En 2022, on n'en a plus vraiment entendu parler. Là, c'est ressorti parce que ça a été discuté au Parlement, parce qu'il y a ce projet de loi. Il faudrait juste rappeler, puisque vous avez rappelé l'historique, que le Maroc avait ratifié cet accord avec l'OCDE en 2019. C'était Saadil Othmani qui était aux commandes, donc chef du gouvernement, et qui avait déposé dans ce sens le décret de loi qui édicte les dispositions transitoires à l'échange automatique d'informations à des fins fiscales. Dans quelle mesure, professeur Aziral, cela entre-t-il dans le cadre de cette fameuse sortie de la liste grise aussi de l'UE et aussi du GAFI? Est lié, donc comme vient de dire le collègue, donc c'est une évolution bien entendu pour se conformer avec ce qui se fait à l'échelle mondiale, et le Maroc est dans cette perspective, donc de transparence, de normalisation, de lutte bien sûr contre les pratiques illégales en matière de transfert de fonds, contre le terrorisme, contre le blanchiment, etc. Donc il y a divers aspects, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'aspect vraiment MRE, donc les Marocains résidant à l'étranger. D'abord, il y a eu depuis 2019 donc cette exigence de la part de la direction de l'Office d'échange des Marocains résidant ici et qui ont des comptes à l'étranger ou des propriétés de régulariser leur situation. On leur avait donné donc des amnisties de 2 ans. Mais maintenant, il y a aussi cette question donc de cette Common Reporting Standard, donc de ce Forum mondial de la transparence, de l'OCDE, qui est un accord qui a été signé, donc ratifié par le Maroc en 2019. Mais bien sûr, il y a cette loi marocaine qui doit mettre à niveau notre droit avec le droit international, qui n'est pas encore passé. Alors, on parle de 2025, je ne sais pas si c'est... Donc, et c'est là ce qui m'amène aujourd'hui à participer à ce débat, c'est que justement la communauté nombreuse et patriotes de nos MRE sont aujourd'hui inquiets, hein, ils sont très angoissés parce qu'ils commencent à recevoir pour certains déjà, comme vous l'avez dit, donc des notifications. Et puis également, ils ont peur de recevoir des amendes moribolantes, si ce n'est pas bien sûr, d'autres problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est là où je vous dis, il faudrait naturellement aujourd'hui que l'on sache exactement, que le Maroc puisse communiquer de manière précise avec nos MRE, pour qu'ils sachent exactement ce qu'il en est, à quel horizon donc cet échange d'informations sera effectif de la part du Maroc avec le monde. Il s'agit de 140 à 160 pays à travers le monde. Pour l'instant, un peu plus de 130 ont ratifié l'accord. Donc, effectivement, ça fait un bon nombre de pays. Voilà. Voilà, donc les MRE font partie justement de la catégorie des pays qui sont des acteurs qui sont concernés. Également, donc, leurs données bancaires, leurs propriétés sont concernées. Alors, d'après la presse, hein, je précise toujours, donc, parce qu'il n'y a pas... il paraît effectivement que l'application effective de cet échange de données sera donc appliquée dans quelques années.
Alors, j'ai suivi récemment au Parlement, en présence justement du chef du gouvernement, on a émis des propos tranquillisants dans ce sens en disant qu'il n'y a rien encore et que les conventions ne sont pas encore signées. Donc, ce qui fait que c'est tranquillisant pour le moment, mais il faut naturellement que des choses officielles puissent être dites. Alors, je vous précise juste deux éléments. Parce que le gouverneur de Banque Maghreb avait déjà alerté le gouvernement il y a quelques mois à l'occasion d'une réunion interafricaine qui a été tenue au Maroc. Nous sommes concernés au même titre que les autres pays africains qui recevons des transferts de RME en particulier d'Europe, donc en ce qui nous concerne. Et déjà des difficultés et des blocages sont signalés au niveau des banques, au niveau des par les. Oui, mais c'est un autre registre. J'aimerais vraiment qu'on se focalise. C'est sur le registre des transferts c'est sur le registre de transfert de fonds. Nous ne sommes pas encore là. C'est toujours la même problématique. Elle concerne les RME. Et donc, il y a des difficultés qui leur sont. Mais là, la problématique qui est vraiment traitée et qu'on veut vraiment traiter ce soir, si vous le permettez, professeur Azerar, c'est vraiment cette question fiscale. Alors oui, il y a des inquiétudes aujourd'hui. Mohamed Zouak, professeur Azerar, a évoqué effectivement la presse. Il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé. C'était l'année dernière. C'était déjà en 2021. En 2021, déjà, la polémique a commencé à enfler. On a entendu parler. Il y a eu des témoignages effectivement de MRE sur la presse marocaine. Pourquoi s'inquiètent-ils déjà? Et est-ce que certains d'entre eux ont déjà commencé à passer à l'action, à savoir à vendre peut-être leurs biens ici détenus au Maroc? Alors effectivement, il y a plus de 2 ans, début 2021, on a été contacté sur Yabiladi par de nombreux Marocains résidents étrangers qui s'inquiétaient puisque des articles étaient parus dans la presse estimant que cet accord, cette convention avec l'OCDE était déjà actée depuis janvier. Donc en février-mars, eh bien, ça a enflé, c'est devenu un sujet explosif puisque on a environ 5 millions de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Une grande partie vit en Europe avec des inspecteurs du fisc qui sont quand même à cran, qui peuvent leur tomber dessus. Et donc ils se sont dit, que faisons-nous? Puisque s'il y a un échange automatique des données bancaires, eh bien, on risque d'avoir un gros problème. Alors nous, à l'époque, on avait fait justement un travail de fact-checking pour vérifier tous ces éléments-là, puisque beaucoup de médias, notamment des supports en ligne et même des supports papier au Maroc, avaient informé que c'était déjà acté et que les MRE couraient un grand risque fiscal, de redressement fiscal. On avait demandé l'avis d'experts, etc. Et en fait, ils nous ont expliqué que... Alors déjà, il y avait une note de la DGI qui disait que rien n'a été acté. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mise au point de la DGI, justement. C'est un petit peu ce que disait le professeur. C'est-à-dire qu'il y avait un ton rassurant de la part du DGI, comme le ton rassurant aujourd'hui de la part du gouvernement et du chef du gouvernement en particulier. Donc, il y a vraiment cette volonté de ne pas créer la panique. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, on a effectivement demandé à des experts qui nous ont expliqué une chose très importante. C'est que... même si la Convention n'est pas encore entrée en application, et donc il n'y a pas encore ce système automatisé, il faut faire très attention puisque des pays comme la France ont dans leur loi, dans la loi, l'obligation pour chaque contribuable, chaque citoyen, chaque foyer fiscal doit déclarer tout compte bancaire détenu à l'étranger. Pas forcément le montant, pas forcément le numéro du compte, mais doit déclarer si oui ou non il possède un compte. Enfin, il doit cocher la case. Oui, je possède un compte en banque à l'étranger. Oui, je possède des biens immobiliers. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation quand même assez tendue, puisqu'il y a une loi qui est discutée par rapport à cette convention avec l'OCDE, une loi qui est discutée au Parlement. Peut-être qu'elle ne rentrera pas en application dans les mois qui suivent, probablement dans les années prochaines, mais rien n'est fait pour préparer nos compatriotes à l'étranger par rapport à cette loi, sachant que du moment que les données bancaires seront échangées de manière automatique, ils vont se retrouver d'un seul coup en porte-à-faux avec leur situation fiscale. Puisque s'ils n'ont pas déclaré ce compte en banque en amont, eh bien, ils vont se retrouver avec un écart.
Hors Tout à la fait. loi. Et donc, alors pour le coup, c'est à la fois un redressement fiscal, mais en plus, il risque aussi des amendes, une amende ou des peines d'emprisonnement voilà, aussi. oui. Ouais. Après, tout dépendra effectivement de la gravité des éléments, mais effectivement, c'est quelque chose qui peut leur porter préjudice. Et donc, il faut, et là, on a besoin de la part des autorités marocaines, c'est bien qu'il y ait un débat au Parlement, mais il faut aussi informer sur de manière générale, qu'ils ont l'obligation de déclarer leur compte en banque à leur administration fiscale dans le pays de résidence. Comme ils l'ont fait, comme l'administration fiscale marocaine, ou les autorités marocaines l'ont fait vis-à-vis des Marocains résidant au Maroc, qui, à un moment, ont dû se mettre à jour et ont dû déclarer leur compte en banque avec cette amnistie fiscale, déclarer leur compte en banque à l'étranger. Eh bien, il faut que les autorités marocaines fassent de même aussi avec nos compatriotes à l'étranger, en leur disant attention, dans 6 mois, dans 1 an, leur donner justement le temps, un échéancier pour leur dire nous allons impliquer cette convention. Et donc vous allez devoir effectivement vous mettre en adéquation avec le régime fiscal ou avec la loi fiscale de votre pays de résidence. Qu'en est-il du Code général des impôts pour les MRE? Que prévoit ce CGI, ce Code général des impôts pour les MRE Yacoubi? Voilà, pour donner plus de précision, en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est la notion de résidence fiscale. C'est ça. Ce n'est pas la nationalité vraiment, la nationalité est secondaire, c'est la résidence fiscale. Cet échange d'informations à des fins fiscales, en fait, il est réciproque, il est dans les deux sens. Je commence par discuter d'abord des Marocains. Les Marocains qui détiennent des actifs financiers et des avoirs financiers à l'étranger, normalement déjà c'est interdit. Mais on a déjà ouvert... les Marocains résidant au Maroc. Je parle des Marocains résidant au Maroc. Oui. Mais il y a eu justement à 2 reprises des amnisties, etc. Déjà, au vu des chiffres, donc on a vu que... les Marocains détiennent bien des biens à l'étranger. Voilà, les montants qui ont remonté à la surface sont relativement importants. Donc déjà, à ce niveau-là, les Marocains n'ont pas le droit d'ouvrir un compte à l'étranger, sauf autorisation de l'Office d'échange. N'ont pas le droit d'investir comme ça, donc c'est très encadré. Mais c'est des choses qui existaient déjà, disons, qui ont été plus ou moins mis à niveau. Ça, c'est le premier niveau d'échange. Ça veut dire que maintenant, il faudrait aussi que les Marocains comprennent que ceux qui détiennent des comptes à l'étranger, les banques étrangères, donc maintenant, vont commencer à communiquer automatiquement ces informations à l'administration fiscale marocaine. Maintenant, de l'autre côté, ça va concerner cette fois-ci les Marocains résidant à l'étranger. Je parle surtout des Marocains qui sont résidents fiscaux dans les pays partenaires. Donc ici, bien sûr, on parle précisément de l'Espagne, l'Italie, la France, la Hollande, la Belgique, l'Allemagne. Donc surtout, c'est là où vous avez l'essentiel de cette diaspora qui commence à s'alarmer. Il faut dire que depuis déjà un moment, quand vous faites votre déclaration fiscale, vous devez déclarer la totalité de vos revenus et vos profits mondiaux. Ça veut dire tout ce que vous gagnez. Si je prends l'exemple d'un MRE qui est résident fiscal en France, donc il doit déclarer bien entendu ses revenus en France, mais il doit aussi déclarer ses revenus qu'il a à l'étranger. C'est une obligation déjà qui existe. Il faut dire aussi que le Maroc a déjà des conventions fiscales qui prévoient aussi un échange d'informations. Mais c'est un échange sur demande en quelque sorte. Mais déjà, c'est prévu au niveau des conventions fiscales qui sont en vigueur depuis plusieurs années. Maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement? Disons que l'essentiel de ces Marocains résidant à l'étranger investissent ici au Maroc dans l'immobilier. Maintenant, ce qui est demandé, c'est déjà d'éviter le défaut de déclaration. Il faut déjà déclarer ces biens immobiliers que vous possédez ici. Il faut attendez, juste une petite question, si vous le permettez. Parce que Mohamed Zouak a parlé du fait de l'obligation de déclarer, en tout cas pour la législation française, de déclarer un compte bancaire détenu à l'étranger. Quelle est la différence entre un compte bancaire détenu à l'étranger et déclarer un bien à l'étranger? C'est là où il y a vraiment une nuance. C'est ce que je suis en train d'expliquer.
D'une façon générale, dans les conventions internationales qui s'inspirent pratiquement toutes du modèle de l'OCDE, les biens immobiliers, leurs revenus, leurs profits sont taxés là où ces biens sont situés. Donc ils suivent le sol en quelque sorte. En ce qui concerne les valeurs mobilières, ça veut dire tout ce qui est revenus, profits liés aux actions, obligations, parts sociales, dividendes. Là, je dirais ces revenus, ces profits suivent la résidence fiscale. Alors maintenant, ce qui nous intéresse dans ce cas précis, les Marocains résidant à l'étranger qui détiennent des comptes ici au Maroc, il faudrait éviter le défaut de déclaration du compte en lui-même. Déjà, comme ça vient d'être souligné, vous déclarez est-ce que vous avez des comptes ou non. Ensuite, l'administration fiscale étrangère, ça peut être la Hollande, la France, l'Espagne, elle a la possibilité d'aller plus dans le détail et vous poser la question par rapport à ces comptes-là. Parce que ce qui va intéresser à ce moment-là ces pays-là, ce sont les intérêts, les dividendes, les comptes de capitalisation, ce que génèrent, je dirais, ces comptes comme revenus, comme profit. Parce que ce sont des valeurs qui sont taxables dans le pays de résidence fiscale. Et là où l'enjeu il peut être relativement important. Et effectivement, on ne comprend pas un petit peu l'attitude des intervenants. Donc, je parle du gouvernement, mais également des banques, des assurances, etc. Parce que même au niveau de votre plateau, si vous essayez d'inviter l'administration fiscale ou les banques, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un mot d'ordre de ne pas communiquer pour l'instant. Le sujet est peut-être sensible. Sujet sulfureux. Étant donné l'enjeu, on parle aussi du montant des fonds qui sont drainés annuellement au Maroc. Pourquoi on fait le lien, justement? Pourquoi on fait le lien? Pourquoi on fait le lien, si Mohamed Djili Yacoubi, pourquoi on fait le lien entre les transferts de MRE et les comptes bancaires, les comptes détenus au Maroc par ces mêmes MRE? Parce qu'il y a un flux et un stock, en fait. On parle d'un flux, c'est-à-dire les transferts d'argent, c'est 109 milliards en 2022, avec une croissance, je crois, de plus 16%. 16% en avril dernier. Voilà. Donc on est sur un montant extrêmement important. 109 milliards, on est déjà sur 7-8% du PIB national. 109 milliards en devises, c'est très précieux pour l'économie et les finances du pays. C'est le flux, mais qui vont alimenter un stock. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous envoyez 10 000 dirhams par an sur votre compte bancaire, s'il est thésaurisé, eh bien, au bout d'un moment, effectivement, ça peut faire une somme importante. Donc, ces 109 milliards, alors une partie va au soutien familial, une partie va à l'achat de biens immobiliers ou biens fonciers, et une partie reste thésaurisée sur les comptes bancaires. Donc, ce flux, effectivement, il y a un lien, j'allais dire, organique. Vous avez un flux d'argent qui alimente les comptes bancaires, et donc, très probablement, on a plusieurs centaines de milliards de dirhams qui sont aujourd'hui thésaurisés dans les banques. Alors, une partie de ces centaines de milliards sont sur des comptes courants, sans rémunération, donc il n'y a pas de dividendes, où il n'y a pas d'intérêt. Mais par contre, une partie peuvent être des comptes sur livret, des comptes, de l'argent investi en bourse, etc. Et donc, il y a évidemment un intérêt tout particulier des administrations fiscales des pays, par exemple en Europe, qui pourraient s'y intéresser et creuser beaucoup plus le sujet. Et je rappelle qu'il y a quelques années, les Pays-Bas, avant même cette convention, etc., ont mené des enquêtes sur les biens immobiliers en particulier, mais aussi les biens. Alors les comptes bancaires, c'était plus compliqué parce qu'il n'y avait pas de, c'était plus compliqué, il n'y avait pas de système de coopération, sauf de manière ponctuelle sur quelques cas. Mais ils avaient même pris le service d'inspecteurs de police qui avaient enquêté, qui étaient venus en catimini pour enquêter sur les biens immobiliers, notamment par exemple dans le Rif, de Marocains ou de Néerlando-Marocains qui avaient droit à des aides sociales, à des appartements en HLM. Et donc ils voulaient vérifier que chaque famille MRE ne détenait pas un bien immobilier au Maroc, et quand ils avaient la preuve qu'ils détenaient un bien immobilier au Maroc, ils leur faisaient sauter les aides sociales, et peut-être même parfois on leur disait vous sortez de cet appartement HLM, habitation à loyer modéré, puisque vous n'y avez pas le droit, puisque vous avez déjà un bien immobilier à l'étranger. C'est une polémique qui a qui a été déclenchée il y a quelques semaines en France. Enfin, en tout cas,
on avait sorti cet argument-là par rapport, c'est-à-dire au montant des transferts, et ils ont lié cela effectivement aux biens détenus dans les pays d'origine. Mais quand même, quand on parle de ce que risquent les émireux qui ne déclareraient pas leur compte à l'étranger, au fisc français, c'est une infraction pénale. Elle peut entraîner jusqu'à 6 ans de prison et une amende de 6 millions d'euros. Cela dépend des pays aussi. Parce que vous avez en fait des codes généraux d'impôts pour chaque pays, en fait, du droit interne de chaque pays, de la convention aussi. Là, on parle de plusieurs pays déjà, Espagne, Allemagne, France, Italie, etc. Donc ça, tout dépend. Mais disons que d'une façon générale, effectivement, le défaut de déclaration peut entraîner effectivement des sanctions, des amendes. Le fait aussi de constater qu'il y a des dividendes, des intérêts qui ne sont pas déclarés, quand l'enjeu est important, là aussi, ça peut donner lieu à des redressements fiscaux qui peuvent être de montants importants, avec bien sûr les pénalités et la majoration de retard. Avec aussi un risque pénal quand, je dirais, la loi je dirais, le prévoit pour le pays qui est concerné. Parce que là, on parle d'une multitude de pays qui peuvent être concernés. Maintenant, ce qui est important pour moi, c'est quelle est l'attitude à adopter ici au Maroc par les différents responsables. Est-ce que le fait de continuer à ne pas communiquer sur... est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous êtes interpellé, vous, en tant que fiscaliste, par des MRE Oui. Oui. On est interpellé, les banquiers sont interpellés, mais disons qu'il y a une attitude qui me semble... pas tout à fait justifiée, qui est celle de ne pas communiquer trop au risque de commettre un impair ou une maladresse qui peut avoir des conséquences sur... De là qu'il y a eu la mise au point de la DGI quand même, rappelons-le, en 2021, parce qu'il y avait vraiment eu un vent de panique chez la communauté des MRE, dans tous les pays, notamment européens, par rapport à cette question-là. Et il y a eu cette mise au point de la DG qui a dit voilà ce qu'il en est. C'est dans ce sens-là que je vois mal un ministre marocain prendre la parole et expliquer clairement de quoi il s'agit, par peur aussi des conséquences par rapport à ce qu'il va communiquer. Donc le sujet est sensible, mais à mon avis, il faudrait se mettre autour d'une table. Je parle des différents responsables. Je parle du ministère des Finances, le ministère des Affaires étrangères, l'administration des impôts. Faire appel aussi même aux professionnels du chiffre, l'ordre des experts comptables, l'ordre des comptables agréés. Essayer de réfléchir à une stratégie de communication, je dirais, la plus adéquate. Peut-être même faire appel à des professionnels en communication, étant donné la sensibilité du sujet. Parce que, effectivement, peut-être la crainte, c'est de voir, je dirais, ou de provoquer une panique qui peut se traduire par des fermetures de comptes, par des choses de ce genre-là. Et vu l'enjeu qui est très important, je rappelle juste tous ces montants qui ont été transférés au Maroc pendant la période Covid. Donc c'est une période pandémique où le Maroc avait besoin de fonds et on ne comptait même pas en fait sur ce volume, je dirais, des fonds transférés. Et effectivement, maintenant, ces MRE, il faut les accompagner aussi sur le plan fiscal. Il faut créer, je pense, des cellules d'information. Est-ce que c'est le moment ou non? Quand est-ce que peut-être que c'est maintenant et non pas après? Parce qu'il y a aussi des périodes de prescription fiscale. Parce qu'on peut aussi revenir en arrière par rapport à donc, il ne faut pas penser que si l'échange d'informations commencera en 2024 ou 2025... Janvier 2025, c'est... Quelqu'un qui est en défaut de déclaration, quelqu'un qui n'a pas déclaré des fonds, tout ça, ça peut poser problème. Et puis, il y a des cas qui ne posent pas de problème, il faudrait aussi les clarifier. Quelqu'un qui a transféré un produit net après avoir payé ses impôts, etc., et qui l'a investi au Maroc dans l'achat d'une villa, d'un appartement, qui lui génère un revenu locatif, ce revenu, il est taxable au Maroc, donc il n'y a aucun problème. Il n'y a pas la double imposition. Oui. Il n'y a pas la double imposition. Donc, tous ces cas de figure, je pense qu'il n'y en a pas plusieurs. Donc, est-ce que vous avez un bien immobilier
Est-ce qu'il est loué ou non? Est-ce qu'il génère des loyers? Oui. Est-ce que vous en êtes propriétaire directement à travers une société civile immobilière? C'est des cas, en fait, que l'on va retrouver, il n'y en a pas 36 000 cas. Et puis, par ailleurs, vous pouvez aussi avoir des placements ici sous forme je dirais, dans des SICAV, dans des comptes de dépôt à terme, parce qu'il faut dire que ces comptes, en fait, souvent, ils produisent aussi des intérêts ou des dividendes, etc. Donc, ces cas de figure, il faudrait essayer de les étudier, avec même des simulations, des explications, pour vulgariser un petit peu cette matière, parce qu'en fait, ces MRE, il ne faut pas les laisser comme ça, à l'abandon. C'est juste les inviter à travers des forums où vous avez des produits immobiliers, vous vendez, des apparts et des villas sur plan, etc. Donc, c'est pas juste ça ce qu'il faut. Donc, pour vous, il faut de la communication avant tout. Juste opération marhaba, etc. Ils n'ont pas besoin juste de ça. Donc, là, ils commencent à s'inquiéter. L'enjeu, c'est de répondre à cette inquiétude. Par exemple, il y a cette inquiétude liée aussi aux avantages qu'ils ont à travers la couverture sociale. Il faudrait leur expliquer aussi que ce sont deux choses qui sont séparées. Les informations qui vont être échangées, c'est des informations à des fins fiscales. Et c'est des informations qui ne vont pas être communiqués aux organismes sociaux, aux caisses de sécurité sociale étrangères. Donc, oui, parce que là, il peut y avoir aussi un risque important je dirais pas seulement de redressement fiscal, mais qui peut toucher aussi, des demandes de remboursement d'indemnités versées à tort, peut-être à des MRE qui ne devraient pas bénéficier de tel ou tel avantage ou indemnité. On continue sur la question de la prévention et de l'information. La nature a horreur du vide. Si on laisse un vent de panique s'installer, le risque, c'est que des MRE clôturent leur compte, tout simplement, et essayent de transférer les fonds, soit via des canaux au marché noir, parce que c'est vrai que c'est compliqué, informel, parce que c'est un peu compliqué de rapatrier des devises à l'étranger, mais en tout cas, ils risquent de paniquer et de le faire. Ce qu'il faut rappeler, alors il y a deux cas de figure, les comptes bancaires et les biens immobiliers. Oui. Alors les comptes bancaires, quand vous transférez X euros chaque année et que vous le thésaurisez sur votre compte, soit pour passer les vacances, soit parce que vous voulez toujours avoir une somme en cas de coup dur ou autre au Maroc. Comme une épargne, en fait. Une épargne, voilà. Cet argent, c'est vos revenus. Normalement, je ne parle pas des gens qui sont sur une activité illicite et donc qui ne déclarent pas déjà en France ou en Belgique ou aux Pays-Bas. Cet argent, ça provient de vos revenus déclarés. Donc, vous gagnez de l'argent, vous l'avez déclaré au fisc. Une partie de cet argent, vous l'avez transféré. Vous déclarez ce compte bancaire. Vous ne risquez rien. Vous ne risquez rien, vous ne serez pas imposé une deuxième fois. Donc là-dessus, il n'y a aucun risque et vous serez conforme à la loi fiscale de votre pays de résidence. Mais il faut le déclarer. Il faut le déclarer pour être conforme. Il faut prendre l'initiative de le faire et de non pas d'être pris à défaut. Parce que vous avez parlé de la responsabilité de l'État, c'est de la responsabilité aussi de ces citoyens marocains. Bien sûr. Alors c'est l'occasion justement de les informer sur ce plateau, à partir de ce plateau, de les informer que là, ils ne risquent rien. C'est-à-dire ils vont informer qu'ils ont un compte bancaire. A priori, l'administration fiscale ne va pas leur dire depuis quand vous avez ce compte bancaire, donc pourquoi vous ne l'avez pas déclaré il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc, ils ne devraient pas avoir de soucis. Donc, dans la plupart des cas, il n'y a pas de soucis. Maintenant, le bien immobilier, c'est plus compliqué, parce qu'il n'y a pas seulement que le fisc. Il y a aussi tous les acquis sociaux qu'on peut avoir, tous les droits sociaux qu'on peut avoir. Alors, il y a eu le cas en Belgique, il y a eu le cas aux Pays-Bas, j'en parlais à l'instant. Il y a aussi le cas des Chibani en France, qui, dès qu'ils ont passé un certain nombre de mois au Maroc, et d'ailleurs là, c'est en train d'être encore plus... Ils essaient de serrer la vis au niveau du Parlement français pour limiter à seulement, je crois, 3 mois passés à l'étranger. Eh bien, vous avez ce qu'on appelait communément le minimum vieillesse, c'est-à-dire ce complément de retraite, parce que vous avez une retraite trop faible, puisque vous avez une carrière un peu hachée, vous étiez saisonnier, vous travaillez 6 mois en France et vous retournez 6 mois au Maroc. Eh bien, vous aviez cette habitude de passer 6 mois ici, 6 mois là-bas. Eh bien, là, cette habitude, vous n'y avez plus le droit. Et donc, dès que vous passez, en tout cas, il y a quelques... jusqu'à aujourd'hui, plus de 4 mois ou plus de 6 mois, ça dépendait pour soit l'APL, soit le minimum vieillesse, eh bien là, ils vont essayer d'uniformiser. Et donc, dès que vous passez 3 mois et 1 jour au Maroc,
Dès qu'on a la preuve que vous passez 3 mois et 1 jour au Maroc, vous devez rembourser tout le trop perçu et on vous coupe le minimum vieillesse, vous n'y avez plus le droit. Et là, c'est des montants assez importants. On a suivi des affaires de Chibani de 70 ans, 75 ans, 80 ans qui ont dû rembourser 20 000, 30 000 euros et qui n'avaient plus le droit au minimum vieillesse. Et donc, si vous avez un bien immobilier au Maroc, eh bien, vous pouvez ne plus avoir droit aux aides logement, par exemple, aux allocations familiales, parce qu'on estime que vous avez un patrimoine qui suffit à payer les charges pour les enfants, etc. Et on peut vous déloger de votre habitation sociale, de votre habitat social, parce qu'on estime qu'avoir un bien immobilier à l'étranger, c'est-à-dire une maison secondaire, ne peut pas vous donner droit à un habitat social. Donc on voit que là, c'est encore un autre problème, et là aussi, les choses sont délicates pour nos compatriotes à l'étranger. S'ils ne déclarent pas le patrimoine immobilier au Maroc, eh bien, ils peuvent avoir effectivement des soucis si jamais l'administration, pour le coup, les affaires sociales se rendent compte de ce patrimoine. On fait réagir peut-être professeur Azirar qui est avec nous en ligne sur justement ce qui risque de se passer une fois l'application de cette future loi. Donc, est-ce que déjà l'administration fiscale peut recevoir le statut, l'administration fiscale dans le pays de résidence peut recevoir toutes les informations possibles sur la situation des avoirs détenus dans le pays d'origine, professeur Azirar. Et dans ce cas-là, effectivement, on appelle à travers ce plateau les personnes qui, entre guillemets, n'ont rien à se reprocher, eh bien de jouer la carte de la transparence pour éviter les impacts de non-déclaration. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la totalité des membres de l'Union européenne qui abritent les plus importants foyers de la diaspora marocaine sont concernés. Comment, selon vous, faciliter, rendre cette transition un peu plus fluide et accessible pour cette communauté de Marocains résidant à l'étranger, notamment en Europe? Bien, il y a deux choses. D'abord, il faut ne pas oublier le contexte politique assez spécial et donc de cette pression européenne en général et certains pays en particulier sur les pays du sud de la Méditerranée, donc Afrique, Maroc, etc. Ça, c'est le premier point. En relation avec les situations politiques dans ces pays. Deuxièmement, la problématique exige, comme l'avait demandé justement, je faisais allusion tout à l'heure au gouverneur de Banque al-Maghrib, exige une position diplomatique nationale. Il faudrait qu'on puisse avoir une religion nationale au sujet de cette question. Parce qu'il y va d'abord de l'importance justement de nos MRE, pas seulement de leur transfert. Donc c'est une communauté importante pour le Maroc. Troisième élément, il faudrait aussi qu'une stratégie de communication claire puisse se faire à cet égard, y compris bien sûr officielle, mais également à travers les représentants de cette communauté marocaine, en particulier le fameux Conseil marocain des MRE. Donc il faudrait qu'il s'introduise dans ce débat pour tranquilliser justement les MRE, parce qu'aujourd'hui il y a une vraie angoisse. Angoisse, pourquoi? Parce que vous avez expliqué, effectivement les orateurs ont bien expliqué les divers aspects qui se posent. Moi je voudrais souligner un élément, et celui-là c'est le Conseil économique et social marocain qui a fait récemment une étude sur les transferts des MRE et il a chiffré justement en quoi sont utilisés justement ces transferts ici localement. C'est essentiellement, c'est la quasi-totalité est utilisée pour des raisons sociales, donc familiales. C'est-à-dire que les investissements sont vraiment dérisoires par rapport à l'ensemble des transferts qui sont faits au Maroc. Alors, contrairement à certains pays, même en Afrique, comparé avec le Kenya, etc., nous avons un taux réservé à l'investissement dans ces transferts qui est
vraiment très, très faible par rapport à l'ensemble qui est social. Donc, ce sont des MRO qui m'expliquent, parce que j'ai la chance, ou je ne sais pas, de toute façon, de venir d'une région qui est connue pour avoir le taux d'immigration le plus élevé, donc c'est le nord-est. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont inquiets. Ils vous expliquent des cas, par exemple. Alors, vous avez un MRO qui détient un compte ici. Vous savez à quoi il sert ce compte? Alors, un petit compte en général, ça, je vous parle de la quasi-majorité, justement, de ces MRE. Oui, mais il représente quand même beaucoup. Hein. Il représente, quand on parle de chiffres, on parle de plusieurs centaines de milliards de dirhams détenus par des MRE, ce qui représente à peu près le tiers de l'ensemble des dépôts des banques marocaines. Hein, sont détenus par des MRE. C'est concentré là aussi. Il faut faire la part des choses. Donc les banques Après, je n'ai pas le détail des banques, mais si vous l'avez, oui, partagez-le avec nous. Qu'est-ce qu'il vous fait dire que c'est concentré? Non, je ne l'ai pas, mais je sais que en gros, c'est vraiment très, très, très disparate. Donc vous avez la majorité des cas, ce sont des petits épargnants qui ont une maison, ils ont acheté une maison, un appartement ou une maison dans laquelle il y a une partie de leur famille, si ce n'est pas, c'est fermé tout simplement, parce que quand ils viennent, ils sont généralement des ruraux, ils doivent avoir un pied-à-terre et donc ils résident un mois ou le temps qu'ils repartent. Deuxièmement, ce sont des gens aussi qui ont un petit compte ici, ils le gardent ici parce que quand ils viennent, il faut qu'ils dépensent un petit chouïa, c'est pour des funérailles, pour des choses. Donc les gens, ils sont vraiment inquiets parce que là, c'est vrai, ce sont des gens qui ne sont pas concernés par ces problèmes. Mais ils s'inquiètent quand même. Donc, il faut leur expliquer les tenants et les aboutissants de tout ça. Il faut bien sûr qu'il y ait un conseil national justement pour traiter cette question parce qu'elle est éminemment importante. Aussi, ne pas se contenter tout simplement du oui-dire. Parce que aussi, quand on vous dit qu'il faut qu'ils se mettent à niveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, pour ces gens-là, ils vous disent, moi, si ces choses vont se préciser, on va venir en rush pour vendre nos maisons et ça va être la catastrophe donc pour nous et pour tout le monde. Parce que personne n'achètera si ce n'est on va brader justement ces biens dans lesquels nous avons fait une économie toute notre vie. C'est le même cas aussi pour leurs comptes. Ils vous disent, alors qu'est-ce qu'on va faire de ces comptes si jamais on nous oblige pratiquement à fermer ces comptes, etc. Et aussi... En fait, on ne les oblige pas à fermer les comptes, on les oblige à les déclarer. Il y a une nuance, professeur Azerab. Je vous dis, c'est ce qu'ils comprennent, Je dis bien ce qu'ils comprennent. Ouais. Et ils vous disent aussi... Parce qu'ils comprennent comment ils réagissent à cela. Ça veut dire que, effectivement, il y en a beaucoup qui ont déjà fermé leur compte. Hein, il faut le préciser. Il y en a beaucoup qui ont déjà fermé leur compte bancaire au Maroc. Pour éviter... Il faut une explication officielle, une communication officielle pour que ces gens-là puissent connaître à quoi s'en tenir. Très bien. C'est pour ça qu'on fait cette émission. C'est pour cela qu'on fait cette émission aussi. C'est pour informer, principalement. Quand ils vous disent aussi, moi, quand je vais aussi transférer ou cet argent, comment on va le faire, par quels moyens, etc. Donc, je crois que ces gens-là, et puis il y a un intérêt national aussi, parce que cet argent intéresse aussi notre économie. C'est des transferts, c'est un bon pourcentage dans notre balance de paiement. Il faudrait absolument qu'on clarifie ces choses, même si on est d'accord, bien sûr, et tout le monde est d'accord. Officiellement, il faut qu'il y ait de la transparence. Il faut que nous allions, bien sûr, dans la paix avec notre environnement financier mondial, parce que nous avons aussi besoin d'investissements étrangers. Donc, il faut que tout ça soit fait le plus rapidement possible, de manière à ce que les uns et les autres puissent, bien sûr, sauvegarder et leurs intérêts et être tranquillisés, mais tout en sauvegardant aussi nos intérêts nationaux. Un dernier tour de table, Mohamed Rajdili Yacoubi, d'abord, vous, en tant que président du Cercle des fiscalistes du Maroc. Alors, bien sûr, là, il y a consensus sur l'obligation d'abord de communiquer. Il faut informer ces MRE.
Surtout que là, ils vont commencer à rentrer. L'opération Marhaba a débuté il y a quelques jours. Alors, au-delà de l'aspect informatif, quels sont les prérequis avant l'application de cette loi et l'application effective? Déjà, le plus important pour moi, il faut commencer déjà au niveau du gouvernement, au niveau des banques, des assurances, à réfléchir aux conséquences de ce manque de communication. Qu'est-ce qui risque de se passer si on continue dans cette attitude-là? Donc, communication, Donc, il faut communiquer. Mais outre la communication, est-ce qu'il n'y a pas un dispositif technologique, que sais-je? Maintenant aussi, c'est évident, il faudrait réfléchir aussi à la protection de l'assiette fiscale nationale. Il faudrait essayer aussi d'inverser un petit peu cette menace, peut-être à travers... Vous parlez d'une menace? Oui. Parce que bon, c'est fort quand même comme terme, une menace. On parle bien d'une menace parce que tout ce risque qui... Parce que là, on parle de... On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, imaginez, parce qu'on parle de compte bancaire, pour moi, tous les Marocains résidant à l'étranger ont au moins un compte bancaire ici. Donc déjà, quand vous parlez juste du défaut de déclaration du compte, ça pose déjà un problème. Moi, ce que je voulais dire, c'est, quand je parle d'inverser cette problématique, c'est essayer d'accompagner, de conseiller ces gens-là sur le plan fiscal, sur le plan entrepreneurial, pour essayer de les inciter à investir d'une façon adéquate, en faisant appel aussi à un accompagnement par des professionnels. Il faudrait changer un petit peu ce mode d'investissement classique qui existait. Tous les gens, de toute façon, qu'ils soient MRE ou autres, ont besoin de se mettre à niveau compte tenu de cette nouvelle donne sur le plan de la conformité fiscale internationale. Il y a des cas classiques qui sont relativement, je dirais, simples. Ceux-là, il faudrait, je dirais, rapidement les conseiller d'une façon adéquate pour les rassurer. Il y a des cas aussi qui peuvent avoir aussi des investissements un peu plus complexes avec des montages, je dirais, et présenter toutes les situations aussi qui existent, parce que dans ces MRE, il y en a aussi qui peuvent avoir des comptes non déclarés. Pas non déclarés, des comptes dans lesquels il y a des fonds qui correspondent à du noir, en quelque sorte. Donc, les gens ont besoin de savoir de quoi il s'agit. Et c'est à travers cette... Là encore, je dirais... Comment ? L'élément principal ici, c'est la communication. Comment et quels sont les risques, etc. Tout ça, c'est bien sûr qu'il faudrait le faire peut-être avec doigté, etc. Mais il faut nécessairement une implication non seulement du ministère de l'économie et des finances, mais tous les banques, les compagnies d'assurance, même les consulats à l'étranger, le ministère des Affaires étrangères. Donc, il faudrait vraiment s'y mettre, parce que si maintenant vous craignez une panique dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il en serait dans 2 ou 3 ans? Parce que le problème risque de s'aggraver encore. Alors justement, juste par rapport aux données qui sont ciblées, il y a l'identité des titulaires non résidents et bénéficiaires de comptes bancaires. Donc on parle ici de nom, prénom, bien évidemment, numéro de passeport, coordonnées du détenteur, donc adresse, numéro de compte, solde du compte, intérêt perçu. Donc là, vraiment, on se met à nu, quoi. Enfin, il faut être prêt. Il faut être prêt à être à jour et complètement transparent. Après, ça relève aussi de l'intention du détenteur de ce compte. C'est la responsabilité de chacun. Maintenant, l'État marocain il y en a qui pensent si on peut les laisser finir assez... juste un point, que la clôture d'un compte résout le problème. Même la clôture, elle est déclarée. Si vous fermez ce compte, il va être déclaré. On peut vous poser la question aussi par rapport à l'historique de ce compte. À l'historique, voilà. Oui. C'est ça où il y a prescription que vous évoquiez tout à l'heure. Tant qu'on n'est pas dans la période de prescription, effectivement, on est redevable à l'administration fiscale. En fait, il y a un risque à moyen terme, qui est l'entrée en vigueur de cette convention avec l'OCDE, d'échange de données automatisés. Si elle arrive en 2025, par exemple, comme ça a été dit, le risque... dit vraiment entre guillemets, parce qu'il n'y a rien de sûr. Il n'y a rien de fait. Mais voilà, si on se projette d'ici 2 ans, etc., le temps que le texte de loi passe, les décrets d'application, etc., bref. Il ne faut pas que le gouvernement marocain, que les autorités marocaines, que les autorités bancaires attendent la dernière minute, le dernier mois, pour dire au MRE,
écoutez, il faut que vous déclariez parce que maintenant l'échange est automatisé. Parce que, comme l'a dit Sierra Romy, voilà. il y a effectivement cet historique, parce que la prescription, c'est pas juste à partir du jour J. On va remonter à 1 an, 3 ans. En général, je crois que c'est 3 ans, en général, en tout cas pour les entreprises. 3 ans plus l'année en cours, voilà. Ça c'est le cas de la France. Mais voilà. Donc probablement, on est déjà sur 4 ans. Peut-être que certains pays, c'est encore plus étalé. Donc il y a un risque. Il faut effectivement, dès maintenant, commencer à informer nos compatriotes à l'étranger, notamment ceux qui n'ont rien à se reprocher. Ce n'est pas de l'argent illicite, ce n'est pas de l'argent caché à l'administration fiscale. Ce sont des revenus qui ont été déclarés. Eh bien, j'ai des revenus dans un compte bancaire. J'ai transféré une partie de ces revenus. Comme l'a dit Siaziral, ça peut être juste quelques milliers de dirhams, donc peanuts, pas grand-chose. Mais même si c'est 200 000 dirhams ou plus, mais peu importe, c'est en conformité avec vos déclarations de revenus précédents. Et tout le monde en sortirait gagnant, finalement. Alors là, effectivement. Après, il y a aussi un autre contexte. Et là, c'est pas du moyen terme. C'est déjà aujourd'hui, et c'était même déjà hier. Vous avez la Belgique, les Pays-Bas, aussi la France, peut-être demain l'Espagne ou l'Italie, qui sont en train de serrer la vis, parce qu'ils estiment qu'effectivement, ce sont des montants importants, et donc ceux qui bénéficient d'aides sociales, de logements sociaux, ou bien ne payent pas suffisamment d'impôts, eh bien, on va serrer la vis pour, ou presser le citron, comme diraient certains, pour obtenir plus de la part de ces soit binationaux, soit MRE qui résident et qui devraient payer plus ou ne pas bénéficier autant d'aides sociales ou de logements sociaux. Et la montée de la droite dans différents pays européens ne devrait pas faciliter les choses, encore moins les changer à l'avenir. Merci beaucoup, Mohamed Rajdi Yacoubi, président du Cercle des fiscalistes marocains. Merci d'avoir répondu à nos questions et aux questions des MRE, parce que effectivement, vous avez vraiment éclairé cette opinion publique sur les devoirs, mais aussi les devoirs des autorités publiques. Merci à vous également, professeur Azeral. Merci d'avoir été avec nous par téléphone aujourd'hui. Merci à vous. Et merci à vous, chers confrères. Merci, chers consoeurs. Merci. Merci à tout le monde. Merci à vous pour votre fidélité à Question d'Actu. Très bonne soirée à tous.